Bonjour à tout le monde, le docteur Rando Redoto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Aujourd'hui, nous allons faire un métacom. Mais avant, merci à tous les protecteurs de la commune de Conseillon. Le commentaire qui est probablement pas le plus récent, mais le plus ancien, qui n'a pas été touché, c'est celui de Mathias Moulin, qui nous sourit 3 fois. Sourions donc 3 fois à Mathias Moulin. J'imagine que c'est un sourire de satisfaction quant à la vidéo, quant au dernier métacom. Ensuite, nous avons l'Uristiem, à qui j'avais déjà répondu. Bonjour docteur, pourquoi avez-vous abandonné votre deuxième chaîne dans laquelle on pouvait vous voir Facecam? Et justement, je répondais qu'en fait, je ne l'avais pas vraiment abandonné, mais j'ai juste décidé de me concentrer sur celle-ci. Et puis, de toute façon, bientôt, je vais recommencer à réapparaître dans des vidéos que je vais produire ici. Ce qui a même déjà été le cas dans l'une de ces vidéos-là, donc dans l'une des vidéos récentes, donc l'Uristiem, te voilà servi. Ensuite, nous avons MF8183, Sawabona, Dr. Rando, Sawabona, toi. Plus de vie pour le juste. Ah, plus de vie pour le juste. J'espère que tu te portes bien. Bill John Deluc. Quand on vous parle, vous dites là, Bill John le Duc, je parierais que c'est un Camerounais. À entendre lorsque vous lisez, quand on vous parle, vous dites non, c'est rien, je maîtrise, arrêtez de vous marier, putain. C'est un registre qui est typiquement camerounais, cette façon de parler, quoi. Donc, Bill John le Duc, salut à toi. J'ignore dans quelle ville tu te trouves, mais ce sera intéressant de le préciser aussi. Le Riciem qui commente, il y a 6 jours, ça fait plaisir de revoir votre tête. Ok, d'accord, je suis content de te savoir content, l'Uriciem. Tu la verras un peu plus dans les prochaines vidéos, juste assez pour ne pas que ça finisse par être embêtant. Ensuite, nous avons Ingeus, encore un autre commentaire de cette gynophore qui dit: il y a un décalage flagrant entre le discours que j'entends sur le net et ce que je vois au quotidien. Les hommes et les femmes semblent parfaitement heureux. Je vois toutes sortes de couples en permanence et tout a l'air normal, très étrange. C'est-à-dire que, là, premièrement, ça, on le sait parfaitement. Les gynophores sont capables de s'hypnotiser, de s'auto-hypnotiser. C'est-à-dire qu'elles sont capables de se mentir à elles-mêmes et d'agir en fonction de ce mensonge-là. Absolument, c'est une chose de base que vous devriez savoir sur le fonctionnement de la psyché des gynophores, qui, à beaucoup d'égards, est très proche de la psychologie des enfants. Lorsque vous voyez un petit enfant jouer avec un petit modèle de voiture ou d'avion, le petit enfant n'est pas en train de jouer avec un modèle, il est en train de jouer avec une voiture ou un avion, littéralement. C'est la même chose avec les gynophores, précisément les gynophores de cette époque-ci, qui se refusent de grandir, qui se refusent d'assumer les responsabilités qui viennent avec, les responsabilités normales et légitimes qui viennent avec le fait de devenir un adulte, mais aussi les responsabilités qui étaient censées venir avec toutes les libertés qu'elles ont acquises. Elles n'useront ces libertés-là que pour verser dans des comportements littéralement délétères pour la société, dans la décadence, dans la dépravation. Autrement dit, pour coucher avec autant d'hommes que faire se peut, pour se sentir libre de se débarrasser, par exemple, d'une jeune créature et ainsi de suite. Donc, lorsque Ingeus affirme que ce qu'elle voit dans la réalité est différent de ce qu'on dit, d'après elle, tout a l'air absolument normal. Déjà, ce que je viens de dire vous permet qu'on ne pourrait pas se fier vraiment de son jugement. Bon, mais supposons qu'elle se trouve, on va dire, dans un pays qui serait soi-disant le plus heureux, le plus ici, comme la Suède, et ci et ça, où justement il est possible de voir, du moins c'est ce que les médias nous donnent à croire, à voir,
de voir des personnes qui sont extrêmement heureuses, ha ha ha, hi hi hi, qui vivent le bonheur parfait. Si c'était vraiment ce bonheur-là, déjà on s'attendrait à ce que ces pays-là n'aient pas du tout de suicide, par exemple. Vous savez, un pays tel que le Japon, et c'est un fait qui m'a toujours semblé très paradoxal, que des pays industrialisés, prenons le cas du Japon, où le taux de suicide apparemment, pendant longtemps, et peut-être aujourd'hui encore, a toujours été au top. Pays développé, industrialisé, avec tout, avec toutes sortes de commodités, toutes sortes de structures sociales, mais les personnes sont stressées au point de commettre comme ça les suicides à la tout-va. Et ça permet de comprendre quoi? Ça permet de comprendre qu'en fait, soi-disant, ce que E-News appelle des gens parfaitement heureux, c'est une illusion. C'est absolument une illusion. Et Dieu seul sait combien le monde vit, ou bien disons les sociétés industrialisées vivent sur des illusions en beaucoup de choses. Il y a de différentes façons de les démontrer. On leur a raconté un récit, on leur a imposé, on a fait une sorte de lessivage de cerveau en fait. Tenez par exemple, il y a Goethe, je crois, qui disait « Il n'y a pas pire esclave que celui qui l'est sans toutefois le savoir ». L'homme moyen aujourd'hui, partout, l'ouvrier, l'employé, est en réalité un esclave, littéralement. Après, le truc c'est quoi? C'est que les seigneurs ténébreux ont trouvé le moyen d'abord de leur faire accepter, aimer leur servitude, leur esclavage. À partir du moment où l'esclave embrasse sa servitude, il est heureux. Il ne se rend plus compte de son état. Carrément. Carrément, il y a des personnes qui vivent avec des carcans mentaux qui sont si puissants, si terribles qu'ils ont même de la peine à les voir. Et dites-vous bien que les gynophores sont de ces personnes qui les verraient encore moins. On a donc appris aux humains, à la population mondiale, à aimer cet esclavage-là. Et pour rendre la chose encore plus chouette, les distractions. On vous offre des distractions. Vous avez du foot, vous avez du X à la télévision, sur les sites, vous avez la bouffe. Bon, déjà, limitons-nous d'abord, commençons par la distraction. Oui, l'individu qui se dit, je travaille du lundi au vendredi, au moins le samedi, je peux regarder mes films, je peux aller au cinéma, je peux jouer aux jeux vidéo, je suis heureux, je suis libre. Est-ce donc ça de la liberté? Du moins, c'est la liberté dont parle Ingeus. Mais ces seigneurs ténébreux, justement, travaillent pour le Seigneur ténébreux, le détesteur de toutes choses bonnes. Il ne s'est pas contenté d'offrir que des distractions. Il s'est arrangé à vous mettre dans la bouffe beaucoup de bonnes choses, de mauvaises choses en réalité, qui non seulement détruisent votre esprit, il y a un terme en anglais qui dit numb down your spirit, qui affaiblissent vos esprits, vous rendant presque incapables de vous révolter, de nous révolter d'un côté. Mais ces substances-là, en réalité, sont si efficaces que quand bien même vous essayez d'expliquer aux personnes la situation, la condition dans laquelle nous nous trouvons, la nécessité d'essayer de faire quelque chose, c'est plus les seigneurs ténébreux qui vous attaquent. Ce sont les personnes qui vivent précisément dans le même état de servitude que vous, qui s'attaquent à vous. Donc dans la bouffe, on y met des substances, dans l'eau également. Et à côté, il y a quoi aussi? Une autre substance magique, du sucre. Du sucre, du café. On en boit, on en trouve. Dites-vous bien, mes chers amis, qu'il s'agisse de la Suède, qu'il s'agisse de n'importe quel autre pays industrialisé, à partir du moment où, par une quelconque bizarrerie de la fortune, ces populations ne devaient plus avoir leur ravitaillement en sucre ou en café. Ingeus, crois-moi, comment dire, le commentaire que tu viens de mettre te semblera à toi-même bien infondé. Limitons-nous à dire cela, disons infondé. Donc c'est un bonheur, ce n'est qu'une illusion en réalité. Ce que
ce que tu appelles, ce que tu nommes, ce que tu désignes. Le fait de dire que les femmes semblent parfaitement heureuses, mais non, c'est une illusion. Donc déjà, il y en a beaucoup qui croient être heureux, mais qui ne le sont pas vraiment. Il y a un bon nombre. Mais à côté, il y en a aussi qui feignent de façon délibérée. Vous ne voyez pas beaucoup d'hommes mariés qui courent les rues à dire combien ils sont malheureux. Mais la plupart le sont. Et là, une fois de plus, lorsqu'on parle des hommes mariés, vous avez toute notre compassion. Absolument. Je vous comprends parfaitement. C'était censé être quelque chose. Après, il y a toujours des exceptions, sans aucun doute. Mais justement, les exceptions, par définition, confirment la règle. Donc, vous verrez beaucoup de couples se tenir la main, marcher, courir les rues. Mais si vous vous amusez à faire un micro-trottoir et interviewer ces hommes, mon Dieu, la plupart sont littéralement malheureux. Il faut cacher, il faut maintenir la face en réalité. Bref, après, on n'est pas... c'est pas une nouveauté que de lire les commentaires décousus et pas très fondés d'Ingeus 91. Ensuite, nous avons le commentaire de Papandopsi. Je suis heureux de revoir tes vidéos. Ok, je t'en prie. Là encore, nous avons un autre Camerounais, Doctage Wanda sur toi. Là aussi, c'est sociolinguistiquement, c'est typiquement camerounais, cette façon de parler. Je Wanda sur toi. J'ai encore fait quoi, non, mon frère? Et j'espère en tout cas que c'est un Wanda positif. Ensuite, nous avons Bayek, je crois que je l'avais... Ah non, je ne l'ai pas encore lu. Mon très cher frère. Bravo Rando, un pochino invecchiato, ma sempre Rando. Grazie, complimenti. Ma séquence préférée. Il ne faut jamais, et au grand jamais toucher à une femme que vous savez appartenir à un homme en tant que petite amie ou épouse. Une paraphrase peut-être, mais c'est l'idée de Rando tout à fait. Je partage également ton avis sur le fameux coup de foudre, une bêtise, absolument. À nous qui avons le privilège de suivre Rando, pensons à partager car la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Merci Bayek, merci. Et oui, tout à fait. C'est une grosse erreur que de toucher une femme que vous savez appartenir à un autre homme. Même si elle n'est pas mariée, même s'ils ne sont pas mariés, prenez la chose comme une démonstration ou bien un apprentissage à la vertu, à l'honorabilité, à l'empathie. Imaginez tout simplement la possibilité que celui-là en soit extrêmement amoureux et toute la souffrance qu'il pourrait vivre à le découvrir. Lorsqu'alors il se trouve que cet homme, cette personne est son mari, c'est-à-dire ils sont légitimement mariés, là vous avez des comptes à rendre absolument. Et une fois de plus, vous faites littéralement mieux d'aller voir une honnête plutôt que de toucher l'épouse d'un autre androphore, Absolument, que l'Éternel nous en préserve. Pardon. Ensuite, nous avons un homme plein de sagesse, grazie, merci. Et là, nous avons un commentaire, celui de Paf G from Paris, un très long commentaire. Je ne réussirai certainement pas à le lire complètement, mais à le commenter entièrement, mais je vais le lire quand même en donnant à l'occasion mon point de vue. Ne le prends pas mal, Rando, je suis un de tes lecteurs, viewers assidus. Oui, absolument, je le confirme. Et avant même que de continuer, on débat, on va dire qu'on affronte, on touche des idées dans le but de nous édifier réciproquement. Donc, tant qu'il y a du respect, tant qu'il y a de l'estime, très cher Pav G from Paris, je ne vois pas pourquoi on devrait prendre mal des propos qu'on aurait tenus. Les divergences sont absolument normales. La contrariété, c'est dans cette dynamique-là, dans cette dialectique-là qu'en réalité on apprend. Donc, ne t'en fais pas. Je sais que tes commentaires ont toujours été absolument respectueux, absolument posés. Et la plupart, toujours systématiquement très édifiant. Donc, continuons, je le prends pas mal, rassure-toi.
Mais pour l'occasion, je vais faire l'avocat du diable, ne serait-ce que pour entendre ce que tu en penses. Ne devrait-on pas finalement faire preuve de plus de philosophie et se dire que, finalement, la prédation dont tu parles n'est pas diabolique, mais toute naturelle? Ah oui, ça c'est matière à méditer en fait. Mais le fait que déjà pour commencer, je dirais que le fait que cette prédation soit naturelle, on pourrait dire aussi instinctive, ne signifie pas pour autant qu'on doive l'accepter, ou l'embrasser. Tiens, par exemple, le fait de la gourmandise ou bien de la concupiscence est un fait absolument naturel. Sauf qu'on est appelé justement à limiter, on est appelé à apprendre à maîtriser ces instincts-là, ces aspects de notre nature. Ce qui consiste en fait l'un des buts de notre incarnation sur ce plan de matérialité. Je continue le commentaire de Pav G. from Paris. Après tout, la nature elle-même fait preuve d'iniquité chaque jour. Les faibles sont croqués, les forts ils sont salués. Pourquoi la relation entre gynophore et androphore serait-elle différente? En fait, parler d'iniquité, ça ne peut pas vraiment être ça. Pav G. from Paris. Je crois que lorsque tu parles d'iniquité, tu pourrais parler de violence et de brutalité. Mais pas nécessairement d'iniquité. Je crois qu'on parlerait d'iniquité dans le cas d'individus qui font du mal et qui s'entêtent à continuer de le faire, tel que, entre guillemets, l'Occident par exemple. L'Occident est dans ses actions iniques. Mais c'est un autre sujet pour un autre jour. Encore, parler de brutalité ou de violence comme quelque chose de mal, ça s'appliquerait essentiellement aux humains. Lorsque le lion s'en prend à la gazelle pour en faire son repas, c'est un acte de brutalité, de violence. Mais pourrait-on parler de criminalité? En fait, cet individu, ce fauve a besoin de se nourrir. Il ne sait pas mieux. C'est un animal justement. Sauf que nous, les humains, nous sommes bien autre chose. Et je crois que là, ce sera l'élément clé qui permettra par la suite même de répondre à toutes tes objections. On doit déjà mettre en prémisse que nous sommes des humains. Nous sommes à la cime, carrément, nous sommes en haut de l'échelle de toute la création. Sur ce plan de matérialité, attention. Après, peut-être il y a même des esprits, des anges qui sont, pas qui nous sont supérieurs, mais qui sont d'un point de vue hiérarchique, qui sont en deçà de certains humains. Attention, en deçà de certains humains. Ce sera un débat, ce sera un sujet très très intéressant lorsque je l'aborderai. C'est vraiment spirituel, c'est de la métaphysique. Mais il y a des anges qui servent certains hommes. Donc l'humain dans ce plan de matérialité est tout en haut de l'échelle. Pourquoi? Parce que il a en lui cette étincelle-là qui vient de l'éternel. Tout le règne minéral, le règne végétal, le règne animal qui se retrouvent tous chez l'humain sont carrément en deçà de lui. Donc il est capable de faire des choix bienveillants. Vous pouvez avoir la possibilité de vous comporter comme un prédateur à l'égard d'un faible, mais choisir de ne pas le faire. En réalité. Bref, continuons d'abord. Les faibles sont croqués, les forts y sont salués. Le fait qu'il en soit ainsi ne signifie pas que la violence ou bien l'iniquité, comme tu dis, des personnes soit une chose à encourager, bien au contraire. Parce que lorsque tu présentes la chose ainsi, on a comme l'impression qu'il ne peut qu'en être ainsi. Non, il ne peut pas qu'en être ici. Il y a des mondes où justement les personnes ne sont pas nécessairement persécutées. Pourquoi la relation entre gynophore et androphore serait-elle différente? Elle serait différente simplement parce qu'il y a un plan, il y a un dessein à la base. Ce que tu dois comprendre, c'est que la relation de prédation qui lie l'androphore à la gynophore aujourd'hui ne dérive que d'une perversion des desseins initiaux de l'Éternel.
à la base, on a deux individus qui ont chacun un pouvoir respectif. Tu te rappelles, j'en ai parlé plusieurs fois. Le pouvoir d'attraction et le pouvoir d'action. Chacun d'eux a en proportion l'un de ses pouvoirs en dominance. Tant que les individus, tant que l'humanité reste en harmonie avec le plan divin, le plan de l'Éternel, qui était celui justement de permettre aux âmes, par ce pèlerinage terrestre, de revenir à lui, de faire le choix délibéré de le servir, tout se passe bien. Les gynophores acceptent cette, on va dire que cette soumission, qui n'est pas de la servitude, attention, cette soumission à cet androphore qui sait mieux qu'elle, qui mieux qu'elle-même est capable de l'amener vers l'Éternel. Une gynophore toute seule ne retrouve pas le chemin vers Dieu. Soyez-en certains. Donc ce monde-là est possible, mais à partir du moment où ce dessein initial est perverti, il reste quoi? Il reste deux individus, deux entités qui, plutôt que de se compléter, se font la guerre, se détruisent réciproquement. Il y a eu un temps où c'était le patriarcat perverti qui a, pas dans le monde entier, principalement en Occident, où le patriarcat justement dévorait, détruisait les gynophores comme ça. Encore, quoique le patriarcat avait ses limites, avait ses perversions et tout, c'était encore mieux. C'était encore mieux plutôt que le féminisme, plutôt que le pouvoir confié aux gynophores. Autrement dit, quand bien même le Seigneur ténébreux a réussi à détourner des androphores, tant que ce sont les androphores qui sont au contrôle, le mal ne peut pas atteindre une certaine ampleur, certainement pas celle-ci. Par contre, quand ce pouvoir est donné aux gynophores, et c'est pour cette raison que le Seigneur ténébreux a tout fait pour marcher vers ce but-là, c'est-à-dire de démasculer, de castrer les androphores afin de donner tout le pouvoir aux gynophores, sachant parfaitement qu'une fois qu'elles auraient le pouvoir, ah oui, il aurait le maximum de décadence, il portera un coup littéralement fatal à l'humanité, ce qui est déjà le cas. Nous n'avons pas les mêmes intérêts, pas réellement du moins, au niveau primitif. Un androphore souhaiterait toutes les avoir pour le moins de dépenses possible, si possible les garder afin de s'épargner la souffrance de la compétition entre mâles. Oui, c'est ce que nous enseigne la Evolutionary Psychology, la psychologie évolutive. Mais attention, cette psychologie évolutive-là oublie toujours un élément clé qui fait qu'elle ne peut pas arriver à une compréhension réelle de ces mécanismes-là. Il est certes vrai qu'un androphore voudrait toutes les avoir, mais un androphore qui est conscient de sa mission divine, qui est conscient qu'il représente l'autorité de l'Éternel ici, qui est conscient des buts de notre incarnation dans ce plan de matérialité, comprend très naturellement que, quoi qu'il le voudrait, quoi qu'il le souhaiterait, il ne pourrait jamais les avoir toutes. Il ne pourrait même pas avoir un nombre, le tiers, même pas le quart. Il pourrait en avoir beaucoup, mais pas toutes. Il comprend également que, qu'il le veuille ou pas, le moment arrive où il doit renoncer littéralement même à ce plaisir-là, même avec une seule. Il ne pourra simplement plus. Il comprend tout naturellement aussi qu'il gagne beaucoup plus à construire un héritage, legacy. Il gagne beaucoup plus en essayant de rendre ce monde meilleur, à donner autant d'amour que faire se peut, ce qui, en fin de compte, est la seule chose que nous emportons avec nous de l'autre côté. Mais lorsqu'on a coupé justement cet dessein, la compréhension ou bien la conscience de ces buts de notre incarnation sur ce plan de matérialité, les choses, il ne reste plus que l'idée suivant laquelle l'androphore, il voudrait copuler avec autant de femelles que faire se peut, comme si c'était le but ultime de la vie. Non, absolument pas. Absolument pas. N'importe quel androphore se rend bien compte qu'en fait, quoique ce plaisir soit vraiment extrême, s'il s'y adonne trop, il finit par perdre la vie, littéralement.
Donc, si possible, la gynophore, elle aimerait en faire le moins possible pour obtenir le plus possible de ressources, si possible toutes. Et n'a pour cela que les armes dont la nature l'a équipée, un corps temporairement attrayant et un esprit pragmatique et fourbe. Je dirais surtout fourbe en réalité. À n'en pas douter, nous n'avons pas les mêmes intérêts, absolument pas. Nous sommes tournés principalement vers l'éternel, vers notre spiritualité. Elles, par contre, elles sont tournées vers la matérialité. Elles sont ancrées dans la matérialité. Pourtant, nous n'avons guère d'autre choix que de collaborer. Ah oui, exactement. Ce que Pavje from Paris vient de dire, c'est un concept, en fait, métaphysique très profond. C'est un fait métaphysique très, très, très profond. C'est-à-dire l'obligation que l'androphore et les gynophores ont de venir ensemble afin de procréer. C'est pour cette raison que l'Éternel en a fait l'instinct pratiquement le plus puissant, le plus impérieux en réalité. C'est pas le plus puissant parce qu'il y a celui de se nourrir, de vivre qui est le plus puissant, mais c'est carrément le plus impérieux. On ressent littéralement ce besoin-là. Pourquoi? Pour que nous soyons obligés justement de nous édifier réciproquement, que l'androphore accepte d'aider une cadette en la prenant sur son toit, en la guidant, et qu'elle, en échange, justement, lui donne la possibilité, par l'enfantement, en lui donnant justement une descendance, de l'aider encore à grandir. Parce que, évidemment, lorsque l'homme aussi grandit spirituellement d'un autre cran, lorsqu'il se trouve à donner la vie, à devoir en prendre soin. Chez une gynophore, vous savez, prendre soin d'un enfant, c'est une bonne chose, évidemment, mais ça ne lui apporte pas autant de points que ça en apporte à l'androphore. Pourquoi? Parce qu'elle le fait en suivant c'est un instinct qu'elle suit. Elle ne le fait pas parce que c'est beau, c'est chier. Elle le fait instinctivement. Encore, malgré la présence de cet instinct, il y en a qui réussissent quand même à s'en défaire. Et donc oui, ce que dit Pavje from Paris, c'est absolument vrai. Nous n'avons guère d'autre choix. Évidemment, il y a des exceptions. On va parler des exceptions qui ont été validées par l'Éternel. Ces personnages qui sont arrivés, qui se sont incarnés ici pour guider l'humanité, par exemple. Pas que de toute leur vie, ils se sont absolument privés du contact avec l'autre, je suis presque tenté de dire abrutis de chrétiens qui se disent Jésus il était si parfait qu'il n'a jamais touché de demoiselle. Comme vous êtes naïf. Bref, ne serait-ce que parce que c'est ensemble que nous produisons la vie. Que dit-on lorsque deux parties n'ont pas le même intérêt mais pas la possibilité de s'ignorer? On dit qu'ils sont en conflit. C'est bien de cela dont il s'agit. Un conflit, oui. Mais ce conflit-là, une fois de plus, Pavje from Paris, il ne découle que de la perte de conscience, de la conscience des buts de notre incarnation sur ce plan de matérialité. Lorsque même les gynophores, lorsqu'elles avaient quand même conscience de la nécessité, en suivant, bien entendu, la guidance ou le leadership d'un père d'abord, d'un mari et ensuite d'un fils, elles comprenaient assez bien que c'était un devoir devant l'Éternel que d'accepter le leadership de l'homme qu'elles auraient choisi, que peut-être leurs parents auraient choisi pour elles. Là, il n'y avait vraiment pas de conflit. Ce conflit n'avait vraiment pas lieu d'être. Évidemment, il y a toujours une certaine opposition de leur part. Mais tant qu'elles comprenaient que ces soumissions-là étaient un choix qu'elles faisaient d'accepter ce leadership-là. Et à ce point, elles réussissaient à subjuguer leur nature, leur côté perfide. Elles choisissaient de subjuguer ce côté perfide qu'elles ont. Parfois, elles n'avaient pas toujours le choix, évidemment. C'était aussi sous l'autorité du patriarcat, mais il fallait bien qu'elles collaborent. Dites-vous bien que quand bien même vous avez une gynophore prétend se soumettre à vous, une fois que vous êtes amoureux, elle pourrait très bien vous éliminer dans votre sommeil. Donc, si elle ne le fait pas, c'est qu'elle accepte. Elle accepte de subjuguer sa nature perfide pour un but plus noble. Mais lorsqu'on a éliminé donc la conscience que nous avions, ou bien la connaissance et connaissance quant au but de notre présence ici,
Ah oui, c'est le conflit. Elles cessent de vouloir subjuguer leur côté perfide. Elles donnent libre cours à cette perfidie-là. Elles donnent libre cours à cette perfidie et on se trouve dans la situation où aujourd'hui, systématiquement 95% de couples dans le monde entier, n'allez surtout pas croire que c'est seulement en Occident, dans le monde entier, 95% de couples sont en conflit permanent. C'est une guerre de pouvoir permanente entre l'androphore et la gynophore. Pourquoi? Parce qu'on leur a installé des virus puissants dans les esprits qui, à l'occasion, les poussent à avoir certains comportements, à se laisser aller à leur côté perfide. J'ai parfois le sentiment que résoudre ce conflit initial, naturel, structurel, revient à vouloir une espèce morte. Non, pas forcément. Pape from Paris. Ce conflit, il pourrait être résolu simplement par la redécouverte des raisons profondes de notre présence ici, des rôles, par l'acceptation, tant pour l'androphore que pour les... Bon, le problème n'est pas trop de l'androphore. Il n'y a que très peu d'hommes qui, de tout temps, n'ont pas voulu accepter la responsabilité spirituelle que l'Éternel leur avait et qui leur incombait. Ce sont les gynophores qui s'en sont complètement détournés. Et malheureusement, c'est à travers la douleur qu'elles reviendront à cela, qu'elles réembrasseront cette responsabilité-là, c'est-à-dire celle de se soumettre, celle d'accepter le leadership d'un androphore. Si les gynophores et les androphores n'étaient pas en conflit, auraient-ils même continué au-delà d'un certain point à faire des enfants? mais oui, deux personnes peuvent très bien, deux personnes saines d'esprit. C'était littéralement le cas par le passé. C'était dans les civilisations qui nous ont précédés, les civilisations qui ont eu un quelconque degré de prospérité, étaient des civilisations où justement il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas cette guerre de pouvoir entre l'un et l'autre. Elles, c'était des gynophores. Le temple de la maison, c'était leur domaine. Elles y restaient et à la limite, elles pouvaient partager des conseils sur leur compréhension du monde avec leur androphore, mais c'était à lui que revenait le droit de prendre la décision finale. Un peuple, une civilisation peut très bien, au contraire même, c'est par l'élimination de ce conflit qu'une civilisation redevient prospère. Toutes les civilisations par le passé ont eu comme l'un des indicateurs de leur déclin prochain le pouvoir donné aux gynophores. Absolument. Si tu essaies de refaire un tour, tu verras qu'il s'agisse de la civilisation romaine, qu'il s'agisse des Vikings, des Égyptiens en Inde, partout. À chaque fois qu'un certain processus de dégénération est enclenché, justement, on a des hordes de gynophores qui commencent à croire qu'elles ont le droit de prendre part aux activités publiques. Et là, c'est l'un des indicateurs d'une mort prochaine pour ces groupes-là. Absolument, absolument et absolument. J'en doute. Quand tu regardes autour de toi, tu t'aperçois que la plupart du temps, l'enfant est considéré par les gynophores comme une monnaie d'échange. C'est la société contemporaine, lui permettant de s'assurer la générosité du mari, la générosité de la communauté. Ah oui, justement, elles utilisent les enfants comme un passe-partout, comme un badge qui lui conférerait des honneurs, des avantages, même lorsqu'elles n'ont pas vraiment d'amour pour ces enfants-là. De toute façon, nous savons très bien que les gynophores n'aiment qu'elles-mêmes, elles n'aiment que soi. Permettant de s'assurer la générosité du mari, la générosité de la communauté, ou alors un moyen pour elle d'acquérir un statut lui permettant de quitter par le haut l'arène de la compétition sexuelle. Du côté des androphores, l'enfant est accueilli sans presque jamais être vraiment souhaité. Non, là par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Presque jamais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je m'hasarderais même à dire qu'il y a tout au moins même dans la société d'aujourd'hui, il y a tout au moins un 50% d'androphores qui souhaitent, littéralement, qui veulent procréer. Et ce désir-là est dissocié de l'aspect matérialiste qu'en font les gynophores, est dissocié parce qu'ils ne pensent pas. La plupart du temps, les androphores, lorsqu'ils font un enfant, ils ne pensent pas
aux bénéfices matériels que ça peut lui apporter, ce qui est le cas pour les gynophores. L'androphore, il le fait parce qu'il voudrait laisser sa trace sur cette terre. Il le fait pour des raisons vraiment spirituelles. Il veut laisser sa trace, il veut pouvoir donner à cet enfant, il veut transmettre son nom, il veut pouvoir donner à cet enfant le nom que portait son père. Il espère qu'en cet enfant, il renaîtra un parent qu'il a perdu comme ça, un parent qui était trop proche, des raisons essentiellement spirituelles en réalité. Donc dire que pour beaucoup c'est presque jamais souhaité, c'est pas vraiment vrai. C'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord sur ce point-là. Il est là, on lui impose. Oui, après, il est clair que beaucoup d'hommes peuvent à un certain moment se poser des questions sur le choix qu'ils ont fait de procréer, vu les limitations après vu certaines privations de liberté et l'investissement financier aussi. Mais il n'en demeure pas moins que beaucoup au départ souhaitent vraiment. Et même si certains en arrivent après à regretter un peu de l'avoir fait, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris certaines, disons, dispositions. On a perdu en réalité, une chose comme le planning familial est une chose qui a toujours existé, sauf qu'avant que les profondeurs de l'eugénisme n'en fassent quelque chose d'horrible, c'est-à-dire éliminer des franges complètes de la population, c'était par contre une tradition, une habitude qu'avaient les personnes de le faire de considérer la procréation comme un rituel littéralement sacré et de le faire après avoir créé les meilleures conditions possibles. Je vais prendre un exemple très banal. Par exemple, aujourd'hui, dans la société contemporaine, la plupart des personnes suivant leur gynophore se disent si j'ai fait un enfant, il faudrait que j'en fasse vite dès qu'il aura 3 ans. C'est un espace, c'est un écart normal. Il faut qu'on le fasse parce qu'après, la gynophore, elle a peur de vieillir et de ne plus pouvoir en faire. Ou alors, elle s'est dit, il faut que je les fasse tous immédiatement parce qu'après, je m'arrête et je ne veux pas que ces grossesses-là aient un impact destructeur sur mon corps ici et ça. Ce qui est une grossière erreur. Si les savoirs qui étaient liés au rituel sacré de la procréation étaient encore en vigueur, si nous les possédions encore, les humains comprendraient qu'en réalité, il devrait avoir, entre un enfant et son cadet, il devrait y avoir un espace de 7 ans, minimum. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire, vous ne devriez songer à donner un cadet à votre fils et à votre fille qu'après qu'elle ait eu 7 ans, elle ait eu 7 ans. Ce qui donne quoi? Ça donne que beaucoup n'ont pas beaucoup d'enfants. Ça donne que lorsque le cadet arrive, en réalité, il n'y a pas que 2 parents, il en a 3 de parents. Le premier étant déjà, l'aîné étant déjà assez grand. C'est qui a par la même occasion donné aussi le temps aux parents, justement, au corps de la femme de se régénérer, aux parents de se régénérer aussi financièrement. Donc, lorsque vous avez ce canevas, justement, pour un androphore, pourquoi ne pas souhaiter vouloir un enfant? Pourquoi, lorsque son aîné a déjà 7 ans, pourquoi ne pas souhaiter un autre enfant? Il est peu probable que lorsque sa gynophore lui annonce qu'en fait, il attend un autre enfant, qu'il en soit très fier. Bref, que cet enfant ne soit pas en réalité imposé. Donc, on lui impose, alors il fait du mauvais sort bon cœur et s'y attache pour finir par lui vouer sa vie et y trouver même une sorte de vocation. C'est-à-dire par défaut, simplement parce que c'est pas exactement cela. C'est aujourd'hui qu'il en est ainsi. C'est aujourd'hui que les androphores font de la paternité une vocation par défaut. Oui, ici en Afrique, c'est même très courant. C'est-à-dire, lorsque je pense à certains commentaires que j'entends des fois des personnes proférer, je suis abasourdi. La vérité, c'est quoi? C'est que beaucoup ne s'étant pas construit, par exemple, un but grand. Vraiment, quand je dis grand, je veux parler d'un but qui soit au-delà de soi, qui soit peut-être pour que ce soit pour la collectivité ou bien pour l'humanité. À défaut de cela, ils se disent,
vu que la vie est si difficile, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire un enfant. J'ai même entendu beaucoup de personnes se vanter d'avoir, littéralement, hein, c'est-à-dire de se vanter, ou bien prendre en dérision un autre individu qui n'avait pas encore procréé, et se disant, ah ouais, tu sais, faire un enfant, il faut des équations, des ci et des ça. Là, ce sont des personnes justement qui, à défaut d'avoir un but grand, se disent que si j'ai procréé, j'ai fait quelque chose pour lequel je dois être loué, de quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. Oubliant cependant qu'en réalité, de toute l'humanité, de toute la population masculine dans le monde, c'est littéralement 98% qui est capable de faire un enfant. Même des fous, en réalité, procréent. Littéralement, même des fous, des personnes débiles, en fait. Ce qui signifie que, quand il y a... Évidemment, ça reste un but littéralement noble que de procréer ainsi. Mais ça ne devrait pas vous empêcher de poursuivre après, de poursuivre d'autres buts qui soient grands, qui aillent au-delà du grand soin que vous pouvez prendre de votre petite famille. Sauf que dans la société d'aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'ont plus cette possibilité-là. Ils font déjà un travail qui leur permet à peine de prendre soin de leur famille. Ils sont au service d'une gynophore qui leur pompe toute leur énergie, à force de requêtes matérielles, à force de drames. Après, ils n'ont vraiment plus la possibilité de s'adonner à quelque chose de plus noble. Le peu de temps qu'ils ont, ils le passent à regarder des matchs de foot, à jouer aux jeux vidéo, à bouffer. Du coup, et ça, mes chers amis, vous devez savoir que c'est douloureux pour un androphore, que ce soit au niveau conscient ou subconscient. Lorsqu'un androphore n'a pas une vision, une grande vision qui aille au-delà de sa petite famille, c'est douloureux. Il a de la peine à survivre. Du coup, afin de calmer cette peine-là, ce malaise psychologique qui est profond, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire justement de la paternité sa vocation. Il va se dire, ah ouais, j'ai une descendance, j'ai une progéniture, c'est magnifique, c'est ici. Il va donc tout faire pour amplifier, pour en faire quelque chose d'extraordinaire, même si c'est donné justement à 98% des androphores. Il va donc en faire littéralement une vocation, même si en réalité il est parfaitement possible de prendre le plus grand soin de sa descendance, de sa progéniture, tout en poursuivant un autre but noble, qu'il s'agisse d'instruire plus jeune que soi, qu'il s'agisse de parcourir les orphelinats pour donner un coup de main, ou bien les prisons, qu'il s'agisse de lutter pour la justice et l'équité. Très peu, justement, réussissent à le faire. Et c'est surtout pour cette raison-là qu'ils font de la paternité une vocation. Certainement pas parce qu'initialement, ils n'avaient pas souhaité cet enfant-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On lui impose alors, c'est le plus souvent cela qui se passe. L'enfant, ça peut se passer, mais pas le plus souvent. L'enfant n'est là que parce que ce conflit d'intérêt existe. Non, il est là parce qu'il existe cette puissante attraction-là. Non, pas parce que ce n'est pas du fait de ce conflit-là. Et il apparaît comme une solution temporaire. Dans certains cas, oui, il est clair que dans certains cas, dans certains couples, on se dispute, après on se calme en copulant, ce qui donne lieu qui peut donner lieu justement à un enfant, mais je ne crois pas que ce soit le choix de procréer, de faire un enfant descende essentiellement de cette dynamique conflictuelle entre l'androphore et la gynophore. Doit-on donc vraiment considérer que la prédation dont font preuve les gynophores soit si satanique que cela? Alors, pour répondre à cette question aussi, en fait, je l'ai parfois dit ici, peut-être qu'il faudra que j'en fasse une vidéo. À la base, cette prédation-là n'est pas du tout satanique en réalité. L'ancrage des gynophores dans la matérialité, c'est pas satanique en fait. Même pas une chose comme l'hypergamie.
à la base, c'est un programme qui est en réalité très, très, très utile, qui est légitime en fait. Une gynophore a le droit, parmi de nombreux prétendants, de choisir celui qu'elle trouve comme étant le plus habile à lui donner une descendance saine. Elle a le droit de choisir celui qui est plus beau, qui est plus symétrique, c'est qui est un indicateur de bons gènes. Elle a le droit de choisir celui qui est plus grand de taille, qui est un indicateur de force, c'est-à-dire de certitude de confort matériel. Elle a le droit de choisir celui qui a plus de muscles, qui est aussi un indicateur de force de la part de cet homme, la certitude qu'elle aura de quoi manger, elle ne mourra pas de faim. Ni elle, ni son enfant. C'est absolument légitime. Mais ce qui est satanique, ça devient satanique lorsqu'elles en font littéralement un élément de prédation. Un élément de prédation. Lorsque la plupart des gynophores ont comme plan, schéma établi d'épouser un homme riche, de demander le divorce pour pouvoir avoir du fric tout le restant de ses jours, là c'est satanique. Là vous voyez bien que ça part d'une programmation ou bien d'un instinct légitime, mais lorsque c'est perverti, ça donne lieu à cette relation de prédation. À la base, une gynophore a le droit d'évaluer, d'ausculter ses prétendants pour faire le meilleur choix, mais une fois que ce choix est fait, elle a normalement l'obligation de faire preuve de loyauté, de faire preuve de fidélité, de faire preuve de soutien, d'être avec cette personne qu'elle a choisie. Pour le bien de cet homme, pour le bien d'elle-même, spirituellement parlant, et surtout pour le bien de la progéniture. Sauf que, pervertie comme elle est notre société aujourd'hui, cet instinct initialement utile en devient satanique. Elle se marie pour faire du fric. Sous le coup d'une saute d'humeur comme ça, elle décide de divorcer. Pour peu que vous ayez un problème, qu'il y ait entre vous une dispute, elle en fait tout un foin parce qu'elle espère arriver au divorce, sachant parfaitement qu'est-ce que ça lui redonnera sa liberté de continuer ses études en anatomie du piquet et par la même occasion de se faire beaucoup de fric. C'est là que ça devient satanique. Accuse-t-on le loup de mordre, la guêpe de piquer ou la vache de brouter? C'est un fait. Là, la gynophore est le talon d'Achille de l'androphore. Elle est celle par qui il perd tout, sacrifie tout, sans espoir même de reconnaissance, avec pour seule consolation que cette perte finira par nourrir la vie d'une génération prochaine. Là, Adam, à t'entendre parler, là, il ne sera pas très content. Évidemment, c'est ce qui se passe, mais dans cette société pervertie. Mais de l'autre côté, la gynophore vit comme une malédiction d'avoir à tout prendre de celui qui lui est si facile d'abuser sans jamais être capable de créer de la ressource par elle-même. Non, je ne crois pas qu'elle vive mal cela. Pavji from Paris, tu ne crois même pas que les gynophores, elles recherchent cela. Elles ne vivent pas mal de devoir ruiner des hommes, des maris, simplement pour du fric. Elles ne vivent pas du tout mal cela. Évidemment, attention, c'est dans ce plan de matérialité-ci. Lorsqu'arrive le moment de passer de l'autre côté du voile, là, elles vivront leur esprit, vivra très mal la chose. Parce que c'était un choix littéralement satanique, diabolique, que de choisir de détruire toute une famille simplement parce que on a aperçu un autre mec, là, on veut regagner sa liberté et se mettre à s'adonner à nouveau à la promiscuité sexuelle. Sans jamais être capable de créer de la ressource par un. Ça te rappelle quelque chose? La Genèse, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Là, c'est un passage très intéressant aussi parce que tu fais des observations qui sont simplement magnifiques et que je toucherai à l'avenir. Mais continuons d'abord. Mais il dominera sur toi. Dans chaque traduction du texte, il y a toujours ce « mais ». La domination des androphores sur les gynophores n'a jamais été naturelle. La domination des androphores sur les gynophores n'a jamais été naturelle. Là, je crois qu'il y a...
on n'est pas très d'accord. La domination des androphores sur les gynophores n'a jamais été... En fait, elle n'a même jamais été vraie. Elle n'a jamais été vraie. Elle est naturelle, pourquoi? Elle est naturelle parce que l'homme a la capacité de la dominer. Il a les moyens de la dominer. Mais il ne l'a jamais fait de vrai. Même dans les sociétés patriarcales, de façon générale, évidemment, il y a toujours des exceptions, l'androphore n'a jamais choisi de dominer sur la gynophore. Il a tout simplement ce que, même dans les sociétés patriarcales, l'androphore, ce qu'il a toujours fait, était de guider la gynophore, de la guider afin de la protéger contre elle-même. Protéger non seulement elle, mais la société en général. Se protéger lui-même déjà, l'androphore, protéger elle-même et protéger la gynophore. Lorsqu'on donne le pouvoir au gynophore, c'est la destruction, mes chers amis, c'est le chaos. Donc cette domination, en réalité, est naturelle en fait. Elle se base sur la différence, sur le dimorphisme, voilà le terme que je cherchais, le dimorphisme de genre, qui est un fait introduit par l'Éternel même, pour s'assurer que la gynophore fût toujours sous le contrôle des gynophores. Dites-vous bien que l'Éternel aurait très bien pu s'arranger pour que les androphores et les gynophores aient exactement la même capacité musculaire, la même quantité de matière. Mais là, si ça avait été le cas, mes chers amis, dites-vous bien que l'enfer aurait été déchaîné il y a bien longtemps de cela sur l'humanité. C'était un choix. Le dimorphisme du genre est une programmation que l'Éternel voulut afin de permettre que les esprits encastrés dans des corps d'androphores fussent en tout moment au contrôle. En tout moment au contrôle, tout à fait. Les esprits encastrés dans des gynophores, ceux qui ont lu les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle le savent très bien, les esprits encastrés dans des corps de gynophores sont des esprits particulièrement perfides. Ils y ont été encastrés afin d'être soumis à l'autorité d'un autre esprit à un degré d'élévation spirituelle supérieure, afin que ce dernier les éduque, les guide. Donc, cette domination, lorsque tu dis qu'elle n'a jamais été naturelle, je dirais surtout qu'elle n'a jamais été vraie, elle n'a jamais été effective, quoique les hommes aient toujours possédé les moyens de la rendre effective. La traduction la plus historiographique et la moins religieuse, Bible dite des peuples, est, elle, encore plus enrichissante. Elle dit « Je multiplierai la souffrance de tes grossesses, dans la souffrance tu enfanteras des fils. Tu ne pourras te passer d'un mari, mais lui dominera sur toi. » Ici, c'est encore plus frappant. Ève vit la domination d'Adam comme une malédiction. Bien sûr qu'elle vit cette domination comme une malédiction, dans le sens que ce n'est pas plaisant. Ce n'est absolument pas plaisant. Ce n'est absolument pas plaisant. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être adulte, une gynophore, surtout lorsqu'elle a perdu le sens, la conscience des buts de notre incarnation ici, elle va se dire pourquoi est-ce que je devrais me soumettre à lui? Pour quelle raison? Et c'est aussi pour cela que je parlais tout à l'heure du fait que cette soumission doit être un choix. Ça doit être un choix pour honorer les desseins de l'Éternel. Pour conclure, ne penses-tu pas que ce conflit originel qui existe entre androphores et gynophores n'est pas diabolique, mais bien au contraire voulu par le Créateur lui-même? Ce conflit, non, le conflit absolument pas, il n'est pas voulu par le Créateur. C'est ce dimorphisme-là qui a été institué par le Créateur, le dimorphisme de genre dans nos enveloppes matérielles. Dites-vous bien que les esprits, eux, n'ont pas ce dimorphisme-là. Tout à fait. C'est dans ce plan de matérialité-là, que ce dimorphisme existe. Parce que, essayez de vous poser cette question, pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas mis la même quantité de matière chez les gynophores? De sorte que, à la différence des caractères sexuels secondaires, qu'ils aient tous les deux la même puissance d'action.
Ah oui, ça aurait été, je vous le ressouligne, ça aurait été l'enfer se serait déchaîné. Il y a belle lurette de cela. Par contre, l'Éternel a institué cela afin que ces esprits-là, en aucun moment, ne puissent vraiment prendre le dessus, ou du moins de façon physique, d'un point de vue physique, sur ces autres gynophores, ces autres esprits encastrés dans des corps d'androphores, qui eux sont sur une échelle d'élévation spirituelle plus haute. Le conflit ne dérive que des nombreuses perversions que l'humanité, sous inspiration du Seigneur ténébreux, a fait des lois de la création. À la base, c'était de l'harmonie. Ce conflit-là ne dérive que de la désharmonie, en réalité, dans l'œuvre. Et après, on ne saurait approfondir tout ceci dans l'espace d'une seule vidéo. Continuons le commentaire de Pave. En somme, Dieu les a condamnés à ne jamais pouvoir rien réaliser d'important par elles-mêmes, et Dieu nous a condamnés à voir notre existence pourrie par elles sans jamais vraiment pouvoir leur résister. En fait, on peut leur résister. Aujourd'hui, les moines, les anachorètes leur résistaient déjà par le passé. Aujourd'hui, les MGTOW sont la preuve qu'en réalité, il est parfaitement possible. Ça ne pourra jamais être un grand nombre qui soit capable de résister aux gynophores, mais c'est absolument possible. Et aussi, dites-vous bien, une fois de plus, que dans ces civilisations, les civilisations qui nous ont précédés, qui étaient de loin plus grandioses, qui ont accompli plus de choses, si elles ont été capables de faire de si grandes choses, c'est essentiellement parce que dans la formation des androphores, tout jeunes, il y avait le contrôle sur l'instinct sexuel. C'est-à-dire qu'on leur enseignait à résister, on leur apprenait à résister aux gynophores. La garantie justement d'un lendemain dans lequel ils seraient capables, ils ne se laisseraient pas distraire dans la poursuite de leurs objectifs, ils ne se laisseraient pas distraire par les gynophores, ils ne se laisseraient pas facilement contrôler ou manipuler par les gynophores, et donc ils seraient plus capables, plus à même d'arrêter, de bloquer le chaos chaque fois qu'ils le rencontreraient. En réalité, les androphores peuvent résister dans la juste mesure, évidemment. Il est parfaitement possible de résister aux gynophores. En tant qu'androphore, on a même le devoir et l'obligation d'apprendre à leur résister. Parce que Dieu seul sait combien une gynophore est capable de vous détruire la vie. Et là, je ne parle même pas exclusivement des gynophores complètement acquises au vouloir du Seigneur ténébreux. Je parle même d'une gynophore qui aurait dans une certaine mesure accepté de se soumettre à vous. Elles sont encore capables, une fois mariées, de vous détruire, de représenter un obstacle vers l'accomplissement des rêves, des visions que vous avez. La femme a été créée comme l'amie de l'homme, puis presque immédiatement, ils furent condamnés ensemble à devenir chacun le bourreau de l'autre. Là, je vais simplement lire. Je crois que j'essaierai de recopier ce commentaire pour en faire de plus longues vidéos. Petite édite, en fouillant un peu, j'ai fait une découverte assez dingue sur la Septante. Je me doute que tu sais que l'Ancien Testament en hébreu d'origine a disparu. Il n'existe que sous la forme de 2 traductions, l'une en grec et commandée en Égypte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La Septante, celle préférée des chrétiens, et l'autre plus ancienne de 2 siècles en araméen, celle préférée des juifs. J'ai donc plutôt que de lire les traductions actuelles du texte été voir ces 2 versions grecques et araméennes, les plus anciennes et crédibles à ce jour. C'est assez bluffant. J'y ai découvert que la traduction suivante: tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi, ou même celle-ci, tu ne pourras te passer d'un mari, mais lui dominera sur toi, sont absolument orientés et pas du tout honnêtes. La version grecque dont on traduit « tes désirs se porteront vers ton mari » dit en réalité «
kai, pros, après je lis pas le grec, continuons, sautons, qui signifie tu auras une aversion pour ton mari, mais il te dominera. Ah oui, Pape G from Paris, je te remercie du fond du cœur de de ces informations-ci, de ces insights-ci. Vous savez, et c'est l'un des thèmes que je traite aussi dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, le fait qu'on ait perdu beaucoup de signifiés qui étaient initialement contenus dans les propos de ces livres sacrés-là. Et il faudra, avec le temps, justement, essayer de réarranger, avec des études comparatives, bien entendu, de réarranger ce que pouvait, essayer de reconstruire ce que pouvait être le signifié initial. Donc, qui signifie tu auras une aversion pour ton mari, mais il te dominera. C'est qui, en fait, en observant le monde, en observant la nature des gynophores, les choses, ça a beaucoup plus de sens. Il n'est question ici ni de désir, ni même d'un besoin côté féminin. Tout à fait. Beaucoup plus d'aversion en réalité, c'est-à-dire cette hostilité que les gynophores ont et qu'elles ont toujours eue à l'égard des androphores. Une hostilité aujourd'hui qu'elles ont fini par manifester, par extérioriser comme ça ouvertement au grand monde. Pourquoi? Parce que le monde est devenu, la société est devenue gynocentrique. Du coup, ils disent, ah ouais, le moment est arrivé justement de dire combien on a toujours détesté l'idée selon laquelle ils étaient plus puissants que nous, plus intelligents que nous, plus capables en réalité. Il y avait ce content de condamner Ève à s'opposer aux hommes. Là, je ne sais pas s'il la condamne, il affirme plutôt, il dit tout simplement tu auras une aversion. C'est un peu comme l'Éternel justement qui présente à ses enfants, Adam, maintenant que tu as fait ceci, voici ce qui t'attend. Voici ce qui t'attend. Si s'opposer, aller dans la direction contraire, plus je gratte, plus je découvre que mon intuition est exacte. Les femmes n'ont absolument jamais été soumises aux hommes. Non, non, pas de façon délibérée. Pas de façon... celles qui, disons, ont accepté cette soumission, c'est pas qu'elles ressentaient en elles, de façon instinctive, l'obligation ou bien la volonté de se soumettre, mais c'était celles qui simplement disaient « Ok, je sacrifie mon ego pour servir le dessein divin ». En effet, elles n'ont jamais été instinctivement soumises aux androphores. Ça non, justement là tu as parfaitement raison. Pas davantage qu'elles ne les ont jamais aimés. Ah oui, là il n'y a pas de risque que ça finisse par arriver. Ou alors juste le temps du désir ou par avidité, surtout par avidité, par manque d'alternatives, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Il semble que les diverses religions aient quelque peu modifié le sens des mots pour que la femme semble y tirer un quelconque intérêt et que l'homme puisse penser que les choses puissent bien se passer au prix de quelque effort. Ah oui, on dirait bien. Mais en fait, pas du tout. La discorde est carrément sonnée par le Créateur lui-même comme une condamnation. Non. Par contre, là, je ne vois pas. Je sais pas. Ce sont les écrits, les interprétations que les religions en ont fait qui ont présenté la chose comme une condamnation. Je crois qu'essentiellement, après, il y a bien entendu une part de condamnation ou bien de châtiment aussi, mais c'est essentiellement l'annonciation de ce que seraient les conséquences d'un choix qu'ils ont fait de façon délibérée. De façon délibérée, tout à fait. Vous savez que, en réalité, lorsque vous faites des études d'exégèse, vous comprenez que toutes ces lois qui sont codifiées dans les textes sacrés, et l'Éternel même le dit quelque part, sont faites en réalité pour le bien. L'Éternel, je vous donne ces lois-ci pour votre propre bien. Si vous choisissez de les ignorer, de les enfreindre, voici ce qui en suivra. C'est pas que je vous condamne, mais c'est tout simplement, sachez que moi, en tant que l'Éternel, j'ai conçu cet univers. Si je sais comment fonctionnent ces lois, si vous choisissez d'aller par là, voici ce qui vous attend. Bref, nul besoin de faire intervenir le diable là-dedans. Après, le diable, il y est quand même. il y a quand même, je crois que on pourrait reformuler,
ici en disant que, au lieu de dire qu'il n'y a pas besoin de faire intervenir le diable, il faut plutôt dire que le diable, lui, en réalité, comme le dit si bien Al Pacino dans L'Avocat du diable, il ne fait que créer les conditions en réalité. Après, ce sont les humains qui y mettent de leur énergie en utilisant leur libre arbitre. En fait, il ne fait que créer les conditions qui justement sont très délicates, qui sont difficiles, dans lesquelles il y a des tentations auxquelles il est difficile, mais en fin de compte, que de suivre lorsqu'on suit la voie du mal, c'est par choix délibéré. La discorde est carrément sonnée par le Créateur lui-même comme une condamnation. Nul besoin de faire intervenir le diable là-dedans. L'épouse est dès l'origine posée comme la peine de l'époux, et le contraire également. Dite de façon plus moderne, Yahvé aurait peut-être dit les choses ainsi. Toi, Adam, tu vas trimer toute ta vie. Et dans la souffrance et sans reconnaissance de personne, même pas de ta femme, et toi, Ève, tu vas devoir supporter ce type que tu méprises et faire semblant de courber les chines et à jamais rêver de prendre sa place. Ça te rappelle quelque chose? Ah oui, c'est simplement magnifique. Merci Pavje from Paris pour ce commentaire-ci. J'espère vraiment que je trouverai le temps de le sauver et d'en faire, d'approfondir les nombreux thèmes que tu as mentionnés dans ce commentaire-ci. Thank you. Ensuite, nous avons un commentaire de Karel Denis. Quand vous leur dites de rechercher la vérité, c'est un extrait de la vidéo. Quand vous leur dites de rechercher la vérité, surtout, ils vous regardent comme un exalté qui aurait fumé quelques joints mal faits. Ensuite, nous avons Ryan qui dit: excellente vidéo, cher docteur. Il faut savoir qu'il y a des États aussi qui sont complètement acquis à la solde des femmes. Je ne sais pas vous, mais dans les pays où je vis, par exemple, il faut savoir qu'un test de paternité revient à enfreindre la loi. Oui, je crois qu'en Australie, c'est le cas. Et c'est terrible. Et c'est terrible. C'est-à-dire que... Et là, c'est dans ces détails, on dit parfois le diable est dans le détail, que vous pouvez comprendre à quel point c'est le Seigneur ténébreux qui est le prince de ce monde-ci. C'est-à-dire que peut-être que pour des raisons que vous avez, des doutes que vous avez, des doutes qui très souvent sont fondés, vous allez vouloir faire un test de paternité. On vous dit non, absolument pas, t'as pas le droit. C'est terrible, quoi. Ah oui, carrément. Pourtant, la majorité des gynophores sont des êtres immoraux. C'est quelque chose qui aiderait beaucoup, beaucoup d'hommes. Ah oui, absolument. Ça devrait être obligatoire. Ça devrait être obligatoire. Si comme ça, par je ne sais quelle bizarrerie de la fortune, justement, il devait être obligé de faire un test de paternité dans tous les pays du monde. Un test de paternité. Ah, ce serait la catastrophe, mes chers amis. Vous n'avez pas idée du nombre d'hommes qui élèvent comme ça des enfants qu'ils croient être leurs et qui pourtant, c'est triste en fait. Ça veut dire à quel point ces êtres sont immoraux, justement. Et beaucoup s'en iront à la tombe sans jamais rien dire. Elles verront par exemple leur mari sur son chevet de mort embrasser un enfant comme ça, lui léguer tout. Un enfant qu'il croit être le sien, elles laisseront faire. Elles laisseront faire. Ensuite, nous avons Joël Niansa, Masterclass Rondo, je te remercie de rien. Thibaut Tassou, je pense que ma fille en est touchée à cause de la dépose de sa mère, j'y crois maintenant. Ah ouais, un commentaire sur la vidéo de la télégonie. Ah ouais, là c'est l'une des vidéos qu'il faudra justement que je refasse pour compléter, parce qu'il y a des compléments d'informations qu'il va falloir faire. Ah oui, c'est terrible que d'imaginer que votre enfant comme ça va se retrouver avec l'ADN d'autres hommes simplement parce que sa mère est une débauchée. Nous avons le commentaire El Hombre Danilo. Belle analyse de ta part, docteur, merci. Ce qui est bien avec les Red Pill est qu'avec le temps, toutes ces réalités ne te choquent plus. ne te choquent plus et ça te permet de te mettre sur tes gardes et d'aviser tes semblables.
Ce qui m'étonne des fois est que moi, un jeune, me retrouve dans ces cas à éveiller des aînés au sens... Ah oui, je crois que c'est parfois une chose à la fois très étonnante, mais aussi plaisante, quoi. Sauf que c'est risqué, évidemment, ça dépend de la relation que tu as avec cette personne. Si c'est un collègue de boulot ou ton boss, là, tu risques d'attirer des fureurs, que de lui ouvrir les yeux comme ça. C'est douloureux. C'est douloureux la plupart du temps. Lorsque vous faites comprendre, lorsque vous dites à un homme, lorsque vous lui parlez de ce qu'il vit, de la souffrance qu'il vit. Et surtout, c'est bizarre, c'est terrible de voir lorsqu'il s'agit surtout d'aînés. Vraiment, c'est grave comme la plupart des hommes est dans la matrice. Ah oui, aveuglé, le mal est profond. Les hommes devront d'abord devenir factuels. Oui, le mal est vraiment profond. Il y a beaucoup d'hommes qui s'en prendraient à vous lorsque vous vous mettriez à leur dire, à leur cracher ces vérités-là sur la nature des gynophores. Évidemment, ce sont des hommes à la fois qui sont faibles et qui n'ont pas beaucoup de jugeote, parce qu'un homme raisonnable, quelle que soit l'avis contraire à ses opinions qu'il entend, se donne la peine d'écouter, se donne la peine peut-être d'investiguer surtout que la plupart du temps ce sont des propos profonds, il se donne la peine d'investiguer, sauf que, comme vous imaginez bien, le moi ultime, c'est-à-dire l'esprit de la personne, a la possibilité de faire des bons cantiques. En réalité, beaucoup qui s'opposent à vous si violemment, c'est parce que leur esprit a fait un bond vers la réalité concrète dans leur vie de ce que vous êtes en train de dire. Et c'est douloureux. Et c'est douloureux. Beaucoup préféreront conserver leurs œillères, tourner le regard pour ne pas affronter la réalité de ce qu'ils vivent. Malheureusement. Malheureusement. Brahms 26, le dernier commentaire, j'ai l'impression qu'il y a une faille dans le raisonnement. Voyons donc. C'est très difficile de ne pas toucher la gynophore d'un androphore. Comment ça, difficile? Si, peut-être elle t'a menti, oui, là, tu ne serais pas, tu ne serais pas blâmé, on ne saurait t'en tenir rigueur. Tu lui as posé la question, elle a dit un mensonge, elle a juré, elle a ci et ça. Mais lorsque tu sais parfaitement que cette gynophore appartient à un autre, c'est pas si difficile que ça. C'est de la discipline. Lorsque tu sais que c'est une femme mariée, par exemple, là, c'est même une discipline obligatoire. Je veux dire qu'à la majorité sexuelle, pardon, la gynophore occidentale fait un tour de carrousel. C'est vraiment pour cette raison que les gynophores étaient mariés le plus tôt possible afin qu'elles ne rentrent pas dans le carrousel. Ah oui, je vois une gynophore, une fois qu'elle n'est plus vierge, soit elle appartient à tout le monde, soit elle appartient à un androphore. Ouais, là je crois que je comprends mieux ton propos, Brahms 26. Il est certes vrai qu'on doit s'imposer cette discipline-là, mais il faut dire qu'on ne peut pas non plus tomber dans l'excès. Ce serait... Les choses, les dés sont les jeux sont faussés, malheureusement, complètement. Là, tu veux dire, par exemple, que si tu te trouves une demoiselle a eu un petit ami, 2, 3, petit ami il y a 5 ans de cela, et si tu te trouves à l'épouser, tu aurais touché une femme qui appartenait de quelqu'un d'autre. Là, je crois que malheureusement, si on ne bénéficiait pas d'une certaine dose d'indulgence de la part de la création ou du créateur, je crois bien que nous tous ici présents, j'ignore s'il y aurait un seul androphore qui resterait vivant, exclu les petits enfants, bien entendu. Je doute qu'il y en aura. Malheureusement, on se trouve dans cette situation-là, évidemment à cause de la promiscuité sexuelle qui est encouragée chez les gynophores, qui est littéralement encouragée chez les gynophores. Mais je crois qu'à un certain degré, notamment dans les cas où vous savez parfaitement qu'elle est mariée, vous pouvez voir une alliance. Vous pouvez voir, elle vous le dit, même qu'elle a un petit ami, je crois qu'il est parfaitement possible de s'imposer cette discipline-là, au moins à ce degré-là. J'en suis presque à dire qu'il ne faut pas toucher à aucune gynophore et qu'il ne faut se rabattre sur les honnêtes en attendant des jours meilleurs. Le statut des honnêtes est clair. Ah ouais, les honnêtes sont sans aucun doute beaucoup plus
comment dire ça, beaucoup plus honnête justement, absolument. Et j'attends toujours de trouver le temps de faire une vidéo spéciale sur les honnêtes pour leur dire combien elles ont beaucoup plus de valeur que beaucoup de ces gynophores qui sont pourtant mariés. Vous voyez par exemple là, c'était un commentaire à la vidéo du cas Steve Harvey et Marjorie. Vous croyez, d'après vous, et je le disais déjà dans cette vidéo-là, lorsque la société, quel est le traitement que la société aura à l'égard d'une prostituée, d'une honnête dans la rue comme ça, qui est là, qui fait des passes à côté d'une certaine Marjorie? On aurait beaucoup plus d'estime pour cette Marjorie ici, et on traiterait l'honnête comme une moins que rien. Et pourtant, en réalité, il y a de fortes chances que la prostituée, en fait, il y a les éléments pour prouver que cette Marjorie a en fait est de la M en conserve en réalité, et que ici c'est à la prostituée qu'il faudrait accorder le bénéfice du doute. Et pourtant la Marjorie, elle, par ses actions, par ses choix, démontre être un individu de la pire espèce, d'être une mécréante, d'être le style de personne qu'il faudrait bannir d'une société saine, bannir, mais alors complètement. Et à la prostituée, pourtant, il faudrait lui donner sa chance. Mais malheureusement, c'est le contraire, quoi. La prostituée, elle serait insultée, méprisée, considérée comme une moins que rien. Mais il faudra bien que les choses changent. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, elle a été particulièrement longue. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je remercie tous les protecteurs de la commune de Conseillonne. Je remercie tous ceux qui se donnent la peine de partager, tous ceux qui like. Puisse l'Éternel vous bénir. Et comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Yah.